Bonjour à tous. Euh, Merci pour ceux qui sont déjà connectés d'avoir répondu à notre invitation pour parler aujourd'hui du sujet de la période transitoire MiCA et du transfert sur le plein régime de MiCA pour le 1er juillet 2026. On souhaitait, avec le cabinet #avocat spécialisé dans ces sujets-là, faire un webinaire pour donner de l'information, du contenu dans cette période où on est à 6 mois de la période transitoire. Et c'est vrai que c'est un sujet qui devient très très important. 6 mois, c'est très très court pour finaliser ce sujet. Et on souhaitait aujourd'hui faire une présentation des possibilités qui s'offrent sur le marché pour répondre à ces exigences prudentielles. Je me présente, donc je suis Laurent Bizard, directeur de la relation client au sein de la société de courtage Onlinove. Nous sommes une société de courtage spécialisée dans le secteur des technologies. Nous sommes une société qui a été créée il y a une dizaine d'années. On intervient de façon très, très élargie dans l'univers de la technologie, que ce soit auprès des éditeurs de logiciels, des medtech, biotech, et on intervient aussi dans le sujet un peu qui va nous intéresser aujourd'hui, donc dans l'univers des fintech. Pourquoi c'est un sujet qui me parle particulièrement? Parce que moi, je suis issu du monde bancaire pendant une vingtaine d'années où j'ai été un dirigeant de centre d'affaires. J'ai animé pas mal de sujets sur pas mal de sociétés dans le domaine financier. Et aujourd'hui, quand j'ai rejoint le domaine de la science il y a une dizaine d'années, c'est des sujets sur lesquels j'ai gardé une grande appétence et sur lesquels aujourd'hui, on est dans un secteur qui est en pleine évolution, qui a beaucoup de demandes. La réglementation évolue énormément et on a eu beaucoup de demandes ces 2, 3 dernières années pour trouver des solutions pour accompagner les prestataires de services cryptoactifs. Donc, raison pour laquelle, à 6 mois de la fin de la période transitoire MiCA, et donc le transfert sur le régime de plein droit à MiCA, on s'est dit avec Arnaud qui est spécialisé sur ces sujets-là, qu'il était peut-être important de faire un webinaire pour donner en fait ce qui peut se présenter aux acteurs du secteur comme solution pour répondre aux exigences qui vont arriver très vite au 1er juillet 2026. Voilà, je te laisse la main, Arnaud. Parfait. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Il y en a certains que je connais déjà parmi vous. Donc, je suis effectivement avocat depuis une quinzaine d'années et j'ai fondé #avocat il y a 10 ans maintenant. Un cabinet qui est spécialisé dans la tech. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la blockchain, quasiment à la genèse du cabinet. On continue d'accompagner un certain nombre d'acteurs, que ce soit en France ou à l'étranger, sur leurs licences, que ce soit des licences de prestataires de services d'investissement, de prestataires de services de paiement, parfois sur des statuts d'agents et évidemment sur la crypto, donc que ce soit PSAN maintenant sur MiCA. Je trouve que le sujet est extrêmement intéressant parce que, en tout cas pour les acteurs qu'on a été amenés à accompagner jusqu'à présent, la question des fonds propres est une question déterminante. Soit parce que les fonds propres, on n'en dispose pas, soit parce qu'on en dispose, mais que concrètement, on aimerait bien les utiliser à autre chose que justement dans le cadre d'une garantie prudentielle. Je pense aux acteurs, effectivement, MiCA classiques d'une certaine manière, mais je pense aussi aux conseils en investissement financier. Donc, je rappelle que la possibilité de pouvoir prodiguer des conseils en crypto nécessite d'obtenir l'agrément MiCA lui-même nécessitant une garantie prudentielle suffisamment significative. On va rentrer dans les détails, mais on parle quand même de 50 000 euros, ce qui pour certains CGP ou cabinet de CGP est quand même une somme substantielle, versus le gain promis dans le cadre d'une activité de conseil en crypto. Et donc je pense que le fait de pouvoir avoir accès à l'assurance en complément, parce que ça peut compléter en fait les fonds propres, voire de manière alternative, je pense que c'est un sujet qui est en réalité assez peu connu et assez peu exploité des acteurs et qui mérite de l'être, notamment à quelques encablures de la date de fin de la période transitoire. Voilà, en gros, le pourquoi du comment. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions, à nous interrompre, à nous demander, à nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir en cours de route ou même à la fin. Parce que, encore une fois, je pense que le sujet mérite du coup beaucoup de précision. Voilà, en gros, petit propos introductif. Merci Arnaud. Je te laisse présenter les exigences prudentielles et la continuité de l'activité. Absolument. Tu peux peut-être passer au slide suivant, du coup, je pense. Alors,
il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà ces sujets-là, donc je vais les brasser extrêmement rapidement, mais peut-être qu'il y en a qui ne les connaissent pas de manière précise. Mais donc en gros, on est passé d'un cadre français, donc, du cadre PSAN, au cadre MiCA il y a quelques années maintenant. Donc MiCA est rentré en vigueur à double détente, si je puis dire. D'abord une partie qui était dédiée au stablecoin en l'été 2024, et puis après, effectivement, fin 2024, MiCA est rentré pleinement en application. Ce texte permettait aux acteurs de bénéficier d'une période transitoire, dépendait en réalité, chaque pays européen avait sa politique. En France, on avait une politique qui était plutôt, on va dire, plutôt large sur le sujet, puisqu'elle offrait la période transitoire maximale, c'est-à-dire 18 mois, jusqu'à fin juin 2026, pour pouvoir justement continuer à exercer des activités, des services sur actifs numériques, ça s'appelle actifs numériques, ça s'appelle crypto-actifs maintenant, sans avoir la nécessité d'obtenir l'agrément MiCA. Nous arrivons donc, pour ce qui concerne les acteurs français, dans les dernières encablures avant la date butoir. S'agissant, pour ceux éventuels qui sont CGP ou qui travaillent avec des CGP, s'agissant du conseil en crypto-actifs, l'autorité des marchés financiers avait une position qui était intéressante, je trouve, qui consistait à dire qu'à partir de l'instant où le conseil avait éventuellement, donc le CIF avait éventuellement prodigué des conseils en crypto avec un vrai mandat de manière régulière, préalablement au 30 décembre, qui est la date à laquelle MiCA est rentré en application, à ce moment-là, cet acteur était en capacité de pouvoir continuer à réaliser ses activités sans obtenir l'agrément MiCA. Donc, bénéficier de facto également de cette période transitoire, ce que certains ont utilisé et continuent d'ailleurs à utiliser jusqu'à présent. Pour autant, cette période va s'arrêter d'ici quelques mois. Pourquoi? Parce que effectivement, MiCA remplace le schéma français, pour tous les services qui étaient initialement services régulés, c'est-à-dire en l'occurrence les services classiques, type effectivement conservation, échange crypto to crypto, échange crypto to fiat, exécution, placement, RTO, et donc gestion de portefeuille et transfert évidemment, et donc le fameux conseil. Pour expliquer de manière extrêmement rapide, encore une fois pour ceux qui ne le sauraient pas, les avantages de ce régime MiCA, puisqu'il y en a quand même. Bon, déjà, c'est un règlement, pas une directive, contrairement par exemple à MiFID II pour les services financiers. Ça veut donc dire que normalement, nous sommes sur une certaine forme d'harmonisation sur le territoire européen. Ça veut dire que le texte est le même partout, avec l'ESMA qui est effectivement chargé au niveau européen de donner un peu le là de l'interprétation des textes. Donc nous avons, modulo quelques différences d'appréciation et d'interprétation en fonction des juridictions, on est censé avoir une certaine forme d'harmonisation. Ça a aussi cet intérêt énorme, pour moi considérable, sûrement l'intérêt principal de ce texte, c'est qu'en réalité, lorsque vous obtenez un agrément en France, par exemple, devant l'autorité des marchés financiers, vous êtes en capacité de pouvoir faire passeporter cette activité et donc pouvoir réaliser cette activité dans l'intégralité des 27 pays de l'Union, incluant la France, ce qui n'était pas le cas avant, puisque le régime PSAN était un régime français. Chaque pays avait son régime, si tant est qu'il l'est d'ailleurs. Ça voulait donc dire qu'il fallait obtenir un enregistrement dans chacun des pays dans lequel on souhaitait pouvoir exercer ces activités, viser le public local. S'agissant des exigences prudentielles maintenant, effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, en fonction des activités qui sont réalisées, le seuil qui a été fixé n'est pas le même. Donc, tout à l'heure, je parlais des CIF en indiquant pour moi que c'était un point extrêmement bloquant. On parle de 50 000 euros. Donc, pour tout ce qui concerne le conseil en cryptoactifs, mais également les activités de RTO ou de portfolio management, de gestion de portefeuille, on est à 50 000 euros. Pour ce qui concerne l'échange crypto to fiat, donc tout ce qui concerne les échanges crypto, l'exécution d'ordre ou les activités de placement, qu'elles soient garanties ou non garanties, on est à 125 000 euros. Et pour ce qui concerne les activités de custody, qui sont les activités les plus sensibles, ou les exchanges, évidemment, qui sont à la fois les activités les plus sensibles et les plus demandeuses, si je puis dire, d'un point de vue compliance réglementaire, on est à ce moment-là sur un niveau qui est encore plus élevé, qui est le niveau de 150 000 euros. Alors, un point qui est important également, c'est pour ça qu'on l'a précisé, ce n'est pas un cumul, c'est-à-dire que, et heureusement d'ailleurs, c'est-à-dire que si effectivement certains d'entre vous exercent, je ne sais pas, une activité crypto to fiat et conservation,
c'est pas 150 plus 125. À ce moment-là, c'est le seuil le plus élevé qui s'appliquera le moment venu. Alors ça, c'est une méthode de calcul. À côté, il y a une autre méthode de calcul, c'est 25% des frais généraux fixes de l'exercice précédent. Je pose la question pour les sociétés qui sont créées from scratch, qui ne sont pas forcément d'antériorité. Ça, c'est à l'appréciation de chacun des régulateurs. Et on parle des loyers et des charges locatives, on parle des salaires, on parle des immobilisations qui sont amorties, on parle des frais administratifs, on parle des abonnements. Et donc, en réalité, c'est effectivement ces différents seuils qui sont amenés sur lesquels on est amené à jouer. Sauf que, et c'est là où c'est important, MiCA, donc le règlement MiCA, dans son article 67, prévoit de manière explicite la possibilité soit d'avoir un cumul éventuel entre les fonds propres et l'assurance, soit une substitution des fonds propres par l'assurance. Alors après, il faut quand même avoir en tête que tout ça est à l'appréciation, en réalité, pour moi, des régulateurs locaux. Donc, il n'y a pas de… le texte le prévoit, mais après, j'ai envie de dire, si l'AMF, pour X ou Y raison, estime qu'il lui faut plus de fonds propres, elle est en capacité et en droit de pouvoir l'exiger. Mais en tout cas, du point de vue textuel, il y a la possibilité d'aller soit sur ces fonds propres, soit effectivement d'aller sur une assurance. Et là où c'est intéressant, et j'en finirai par là, Laurent, sur ce sujet, c'est qu'il y a, en réalité, nous, on travaille beaucoup en Europe, pas qu'en France, et force est de constater qu'il y a très peu d'acteurs dans l'assurance qui souhaitent aller sur ce terrain crypto. Pour la petite anecdote, moi, Laurent, je l'ai rencontré, si ma mémoire est bonne, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je crois que c'était France Digital qui faisait son grand Barnum annuel, et on avait déjà discuté, j'étais accompagné d'acteurs PSAM, de 2 acteurs PSAM, et on discutait déjà de cette question de l'assurance, parce qu'elle ne se posait pas que sur MiCA, elle se posait en général, sur les activités classiques d'une société crypto, et on sait que c'est un pain point dans cet écosystème depuis plusieurs années. Et je trouve effectivement extrêmement intéressant, c'est pour ça qu'on travaille chez Hashtag depuis plusieurs mois, si ce n'est plus sur ce sujet, d'arriver, si vous voulez, à permettre à ce monde-là qui finalement se financiarise, à lui permettre d'avoir accès au domaine de l'assurance auquel le monde de la finance a accès depuis bien longtemps, si vous voulez. Alors, sur ce slide-là, donc le slide sur le scénario du rejet, parce que effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, et ça c'est important, les acteurs donc, qui sont régulés au titre du régime PSAN bénéficient d'une période transitoire. Nous sommes dans les dernières encablures avant justement le passage obligatoire à MiCA. Il y a des situations, soit parce que les acteurs n'ont pas encore déposé les dossiers et vont les déposer tardivement, soit parce qu'ils les ont déposés, mais que malheureusement, effectivement, ils n'auront pas finalement gain de cause en bout de chaîne. Eh bien, à ce moment-là, ils auront effectivement la nécessité de mettre un terme à leur activité. Il n'y a pas, alors, je l'entends en ce moment, dans cet écosystème, j'entends un certain nombre d'acteurs, beaucoup d'ailleurs, expliquer que en réalité, c'est pas possible. Ils vont pas au mois de février-mars commencer à dire à tout le monde bon bah c'est fini, il faut arrêter l'activité parce qu'on parle de dizaines, si c'était plus d'emplois et de clients qui vont se retrouver dans la nature, etc. Mais en fait, c'est pas une décision qui appartient à l'autorité des marchés financiers. Bon, déjà, l'autorité des marchés financiers, son rôle, c'est de faire appliquer la loi, et par définition, la loi, elle dit que c'est le 30 juin et c'est pas plus tard. Et deuxièmement, parce que la loi, c'est la loi, que c'est un règlement européen, que la période transitoire, c'est la plus longue possible, il n'y a pas d'extension possible, et que donc, par conséquent, tous les acteurs qui n'ont pas déposé un dossier, déjà, je pense que s'ils le déposaient maintenant, ce serait déjà extrêmement tardif, mais pour ceux qui n'auront en tout cas pas MiCA d'ici au mois de juin, il n'y aura pas d'autres alternatives, si ce n'est éventuellement, ce n'est pas l'objet du webinaire du jour, de trouver des modèles. On travaille sur des modèles éventuels d'adossement sur des acteurs régulés pour pouvoir poursuivre une activité, sur des modèles contractuels par exemple. Mais dans tous les cas, si on n'est pas soi-même régulé ou qu'on ne travaille pas avec des acteurs qui le sont, à ce moment-là, dans tous les cas, il faudra arrêter son activité, quitte à redéposer un dossier le moment venu. C'est pour ça que si la question des fonds propres est une question déterminante pour ceux qui nous écoutent, pour certains qui se disent « Ok, en fait, mon dossier est solide, mais je n'ai pas les fonds propres ou je souhaiterais que ces fonds propres soient ces garanties prudentielles, ces fonds soient en réalité placés, qu'ils génèrent un certain nombre de choses, et là, effectivement, ce n'est pas le cas, eh bien, je trouve que la solution assurantielle est extrêmement pertinente
et qu'il faut la traiter de manière prioritaire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà, mais en tout cas, je reste dispo. S'il y en a, j'ouvre la partie conversation. Merci Arnaud pour ta présentation très précise et puis pour nous donner tous les aspects réglementaires, juridiques sur les PSCA et cette période transitoire qui va arriver très vite pour le 1er juillet 2026. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est, tu parlais des fonds propres et aujourd'hui, c'est se dire comment se décider entre les fonds propres ou l'assurance. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, on s'était rencontrés il y a environ 2 ans, un événement sur Paris à la rentrée de septembre. Et on cherchait, à ce moment-là, on discutait, hein, il y avait des acteurs en PSCA sur le marché qui cherchaient une option, on va dire, différente du blocage des fonds propres. Et bien évidemment, il n'y avait pas d'acteurs, en tout cas, on n'avait pas d'assureur sur le marché qui était capable de se positionner, d'écrire un wording pour trouver une rédaction qui puisse correspondre aux attentes de l'autorité des marchés financiers. Mais depuis, nous, on a travaillé avec un assureur qui est spécialisé notamment sur les lignes financières et qui a bien voulu nous accompagner pour qu'on puisse construire un peu cette offre que je vais vous présenter aujourd'hui, en tout cas présenter des scénarios possibles pour répondre aux exigences. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment arbitrer entre les fonds propres et le coût d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. Alors, pour que un acteur puisse souscrire l'assurance RC Pro, il faut que l'assurance puisse répondre à des exigences, donc MICA. Et je rappelle que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on avait des acteurs qui étaient enregistrés, des acteurs qui étaient agréés. 1er juillet, tous les acteurs doivent être agréés. Ça veut dire que ceux qui étaient simplement enregistrés, qui n'avaient aucune exigence prudentielle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de blocage de fonds propres, il n'y avait pas d'obligation de reporting tous les trimestres, aujourd'hui, si leur dossier il ne passe pas en agrément, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ne pourront plus être agréés. Donc la solution, s'ils n'ont pas suffisamment de fonds propres, ça pourrait être aussi de basculer sur l'assurance RC professionnelle. Alors cette assurance, qu'est-ce qu'elle doit recueillir aujourd'hui? Elle doit recueillir plusieurs conditions. Bien évidemment, avoir un montant de couverture qui soit au moins équivalent au montant d'exigence du niveau de fonds propres. Bien évidemment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est en fonction des activités. Toutes les activités exercées, donc qui sont déclarées sur la whitelist auprès de l'AMF, doivent être indiquées contractuellement. Donc on ne doit pas avoir d'exclusion d'activités, toutes les activités doivent être couvertes, sinon ce n'est pas recevable. L'assurance doit couvrir la territorialité des activités exercées au sein de l'Union européenne, hein. Donc, bien évidemment, le contrat, il a une couverture de l'Union européenne et tous les pays d'exercice doivent être couverts. L'assureur l'assureur du contrat doit être, j'allais dire, agréé, mais en tout état de cause, l'AMF doit valider que cet assureur on va dire, remplit les conditions demandées par l'AMF. C'est-à-dire qu'on doit envoyer toute une série d'informations pour que l'AMF valide cet assureur. On ne peut pas avoir, entre guillemets, d'assureur exotique, hein. Donc cet assureur il doit avoir une capacité juridique à distribuer des contrats d'assurance et à pouvoir, bien évidemment, payer des sinistres. Les obligations de l'AMF, on a eu quelques échanges avec eux, quelques allers-retours depuis l'été, a quelques exigences, notamment le contrat, il doit avoir une durée minimum d'1 an au niveau de l'engagement. La durée de préavis doit être au minimum de 90 jours, donc 3 mois pour pouvoir résilier le contrat. Et puis, lorsque l'acteur souscrit une assurance RC professionnelle, il doit communiquer sur ce sujet, c'est-à-dire que ses clients doivent avoir connaissance que cet assureur dispose d'une RC Pro avec son numéro de contrat. Voilà. Alors, le contrat en lui-même, Je voudrais juste, Laurent, pardon, Ouais, juste sur ce point-là, un point qui me paraît important. Moi, je pense que c'est un argument commercial. En tout cas, moi, je me place en tant que client de plateforme crypto. Si j'ai une plateforme qui m'indique qu'elle a une assurance
Après, reste à voir ce que ça couvre, à quel niveau, quel montant, etc. Je peux vous assurer, en tout cas moi personnellement, que c'est un game changer. Et ça l'est d'autant plus dans un écosystème dans lequel, pour le coup, je suis bien placé pour le savoir, on reçoit une quinzaine, si ce n'est parfois une trentaine de demandes par semaine de gens qui se sont fait arnaquer en crypto. Donc, il y a effectivement ce sujet. Je ne parle même pas, alors c'est peut-être d'ailleurs un sujet dont on pourra parler, Laurent, spécifiquement, du fait qu'on est quand même dans un écosystème où il y a aussi, voilà, on est déjà, en général, il y a beaucoup de problèmes de cybersécurité qui se posent, mais on est dans un écosystème où les gens ont une défiance, un manque de confiance aussi, que ce soit financier ou crypto en général. Et je pense en tout cas que d'apporter cette logique assurantielle, peut aimer ou pas le monde de l'assurance, enfin la réalité, c'est que c'est quand même là pour vous protéger quand il arrive un problème et que je trouve qu'il y a un côté rassurant qui, à mon avis, est en réalité, au-delà même du dossier MICA, je pense que ça peut être un vrai argument commercial à mettre en avant pour les boîtes qui passent par le côté assurance. Voilà, ça c'est un avis personnel et c'est aussi pour ça que je trouvais important de travailler sur ces sujets là-dessus depuis un certain temps. Voilà, fermeture de la parenthèse, mais c'était important Ouais. de le préciser. Merci Arnaud. Effectivement, ça permet de crédibiliser l'entreprise, de légitimer, et puis ce côté rassurant pour le client, ça n'a quand même pas de prix, et ça permet de faire la différence avec des acteurs qui peuvent être un peu plus exotiques et qui, ceux notamment qui pourraient être sur un statut simplement d'enregistrement aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important de sécuriser le client, et quand on a une couverture on sait qui est activable, c'est quand même très rassurant. Donc, qu'est-ce que couvre cette assurance ERC professionnelle? Donc, elle répond aux exigences de l'article 67, avec notamment les couvertures minimum qui sont les pertes de documents, les données, vol, détournement de fonds, tout ce qui est défaillance système informatique, les manquements aux obligations de conseil, mais ça va surtout couvrir les erreurs, les omissions, les négligences, notamment des préposés, donc des salariés de l'entreprise. Par contre, attention, ça ne va pas couvrir bien évidemment la faute intentionnelle, parce que faute intentionnelle ou dolosive, c'est code des assurances, c'est pas couvert en assurance, c'est dans le code des assurances. Donc, ça va venir en fait sécuriser toute l'activité au quotidien de l'entreprise et permettre de pouvoir faire face aux réclamations sur ces sujets-là. Alors, je précise quand même que on a eu quelques échanges avec des acteurs du marché aujourd'hui qui ont eu des réclamations, notamment d'ordre réglementaire. Donc, ça veut dire que les réclamations, les mises en cause, elles existent déjà. Arnaud en parlait tout à l'heure. Donc, il y a des acteurs qui font face aujourd'hui à des dossiers qui doivent mobiliser des frais de défense, qui mobilisent des frais qui sont assez conséquents sur des procédures qui peuvent être très coûteuses et qui peuvent être même être assez longues. Donc voilà, ça va permettre de pouvoir accompagner la société sur ces mises en cause et ces réclamations. Et j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'on a un point. On peut aussi associer ce contrat d'assurance au contrat de responsabilité des dirigeants, pour permettre de pouvoir couvrir la réclamation conjointe du dirigeant, personne physique, quand il associe une réclamation sur la personne morale. J'en parlerai un petit peu plus loin. Donc voilà les conditions de notre contrat sur lequel on a pu travailler et puis qui répondent aux exigences de MiCA. Alors, le principe de l'article 67. Donc, je vais passer un petit peu plus rapidement parce que, Arnaud, tu en as parlé tout à l'heure. Alors, pardon, c'est revenu en arrière. Voilà, excusez-moi. Alors, l'arbitrage. Comment arbitrer de manière rationnelle? Alors, nous, on a essayé de travailler sur des sujets qui permettraient en fait que vous puissiez prendre une décision de se dire sur qu'est-ce que j'opte pour monter mon dossier. Euh, donc le premier sujet, et je pense que c'est vraiment le point essentiel, c'est la trésorerie de l'entreprise aujourd'hui. Donc est-ce qu'aujourd'hui une société dans le cadre de ses activités a suffisamment de trésorerie pour pouvoir mobiliser, c'est-à-dire bloquer le minimum de fonds propres pour pouvoir répondre donc aux exigences en se disant demain j'ai un sinistre à payer, je dois le payer immédiatement, mais je dois reconstituer aussi immédiatement la trésorerie. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez conséquent, sur lequel on doit se poser la question parce que
il faut bien noter que l'AMF est en capacité de vous faire des demandes immédiates de justifier votre niveau de fonds propres, que vous devez faire des reportings trimestriels et que lorsque le sinistre est payé, le niveau de fonds propres doit être immédiatement reconstitué. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et nous, notre réflexion que l'on a et quand on a des discussions, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce que la trésorerie, je souhaite la mobiliser, j'en ai suffisamment pour faire face, ou est-ce que cette trésorerie, je vais plutôt décider de pouvoir l'investir, de faire des développements, d'éventuellement produire des intérêts. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Euh, Ensuite, ce qu'on a identifié aussi, c'est de se dire, si j'ai une croissance forte, si j'ai des perspectives de croissance forte, toujours le même principe, est-ce que je ne vais pas vouloir plutôt conserver du cash pour pouvoir accélérer la croissance de mon entreprise et je vais peut-être préférer payer ou acheter le coût d'une assurance qui va me permettre de conserver cette trésorerie pour faire les développements de mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment la croissance. La croissance associée, c'est quand même aujourd'hui, si je connais peu d'acteurs qui se lancent sur ces marchés qui sont en forte croissance et qui à terme vont être encore de plus en plus importants, qui se disent, bah voilà, j'ai pas d'ambition pour mon entreprise. Troisième point, le coût d'opportunité du capital, on le verra après, c'est en fait, c'est très clairement, c'est la capitalisation en fait de cette trésorerie. C'est est-ce que je décide plutôt de prendre une option de faire fructifier mes capitaux et en contrepartie, je pars sur le système de l'assurance versée professionnelle. C'est vraiment des questions qu'on doit se poser. Euh, la partie risque historique. Alors, forcément, dans les contrats d'assurance, la sinistralité, c'est un point essentiel pour l'assureur. Si on a une sinistralité, si on a des mises en cause, si on a des dossiers qui sont ouverts, on va forcément impacter les contrats, on va avoir des primes qui vont être élevées, euh, voire même des résiliations par l'assureur avec une sinistralité trop élevée. Donc là, forcément, l'option fonds propres restera active. Nous, ce qu'on peut aussi proposer, ou en tout cas étudier, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire un mix fonds propres, assurance, pour combiner en fait le meilleur équilibre possible. Donc ça, c'est vraiment un audit, c'est vraiment des échanges qu'on peut avoir. On peut essayer de construire une solution qui puisse mixer les deux pour baisser peut-être un petit peu le montant des primes et puis pourquoi pas réfléchir à une stratégie qui permettrait, avec le niveau de fonds propres et une assurance, de pouvoir répondre aux exigences. C'est vraiment des sujets sur lesquels on est en pleine construction, on essaye de travailler. Alors, un exemple chiffré pour vous donner un petit peu de coût, un petit peu d'informations sur le sujet. Donc, je vais passer sur l'option A. Donc, on est sur un exemple où là, on a du service d'échange, de la conservation. Donc, on a deux activités. On a un niveau de frais généraux fixes sur l'année N-1 qui est de 800 000 euros. Donc là, on va être supérieur aux 150 000 euros d'exigence de fonds propres. Donc ça va être les 25% des frais généraux fixes de l'année N-1 qui va l'emporter sur le seuil de 150 000 euros, comme le disait tout à l'heure Arnaud. Donc l'option A, je pars en fonds propres. Donc on va dire, j'immobilise 200 000 euros de capital parce que c'est les 25%. On peut considérer qu'on a un coût de capitalisation de 5% par an. On va produire environ 10 000 euros d'intérêt par an. Le coût cumulé sur 5 ans, ce ne sera, alors en fait, ce n'est pas forcément 50 000 euros, ce serait plutôt 55 000 euros si on fait de la capitalisation. Donc là, en capitalisation composée, on sera à 55 000 euros. Et sur l'option B, qu'est-ce que ça coûterait de prendre une assurance RC Pro avec une prime annuelle de 15 000 euros sur 5 ans? On pourrait avoir un coût global de 75 000 euros. Donc, ce qui ferait que vous voyez qu'au bout de 5 ans, finalement, l'écart serait de 20 000 euros sur cette période. Et est-ce qu'aujourd'hui, 20 000 euros d'écart, ce ne serait pas plutôt intéressant de passer sur une assurance dans le sens où ces 200 000 euros n'auront pas été immobilisés et auront pu servir au développement de l'entreprise
et forcément à de la croissance. Donc voilà pour donner un petit peu un exemple chiffré pour se dire voilà ce que ça peut coûter sur la partie 1, option, sur la partie A, option de fonds propres, et le scénario avec le coût de l'assurance associé. Alors, pour résumer, les avantages pour les deux options. Donc, l'avantage pour la partie fonds propres, on n'a pas de prime d'assurance, bien évidemment, à payer. On est totalement indépendant des assureurs. On n'a pas on va dire que administrativement, c'est beaucoup plus simple dans le sens où on n'a pas de renouvellement à gérer tous les ans, on n'a pas de questionnaire à remplir, on est totalement indépendant sur le sujet. Ce que nous avons identifié en inconvénient, c'est que, bien évidemment, on a une immobilisation de la trésorerie, comme on l'a rappelé précédemment. On a un coût d'opportunité du capital qui est gelé. Ça veut dire que on a, euh, on a un rendement qui sera bien évidemment plus faible et on a un impact sur la capacité d'investissement et de croissance. Donc, nous, ce qu'on identifie sur l'option B, c'est que, bien évidemment, les avantages de la RC Pro, c'est que ça préserve la trésorerie. Fiscalement, les charges sont déductibles dans le compte de résultat. Euh, on est accompagné pour gérer les situations de crise, les sinistres, on a des gestionnaires sinistres, on a le courtier qui est disponible pour avancer sur les sujets, pour vous accompagner dans la gestion. Et en inconvénient, bien évidemment, on a une prime annuelle qui est récurrente et on peut avoir un risque de majoration. Je Alors voudrais tout ajouter un ça, point, Laurent, ouais, pardon. vas-y, Excuse-moi, vas-y. je vais rajouter un point parce que je ne veux pas l'oublier. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous sont concernés ou des personnes autour d'eux qui sont concernées, mais nous, on a travaillé récemment avec pas mal de plateformes qui avaient de la trésor, mais elles avaient de la trésor en crypto. Sauf que cette trésorerie en crypto, il n'est pas possible en fait de faire jouer cette crypto en garantie prudentielle. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous êtes obligé en réalité de convertir cette crypto en euros, ce qui pose toutes les problématiques que ça peut générer. Ce qui veut donc dire qu'en réalité, l'assurance, elle est d'autant plus pertinente, non seulement dans la situation où vous avez potentiellement l'argent, mais que vous n'avez juste pas envie de le mobiliser pour des garanties prudentielles, mais elle l'est encore davantage si vous êtes dans une situation où vous avez éventuellement la trésor, mais vous l'avez en crypto, et où ça vous obligerait, par exemple, si vous avez du Bitcoin, à convertir ce Bitcoin en euros pour pouvoir le mettre en garantie prudentielle, puisque le Bitcoin en tant que tel n'est pas considéré comme ayant vocation à être une garantie prudentielle. D'ailleurs, sur les stablecoins, moi, je n'ai pas de réponse à date. Hein, je ne sais pas, effectivement, et j'ai un petit doute quant au fait qu'on puisse considérer que de l'USDC, en l'occurrence, ça ne pourra pas être de l'USDT de façon n'étant pas Mickey compliant, mais de l'USDC, soit susceptible de générer cette garantie prudentielle, je ne suis pas certain. Je n'ai pas eu encore de réponse sur le sujet, mais j'en suis pas convaincu. Mais dans tous les cas, si vous avez par exemple de la trésor en Bitcoin, bah, typiquement, en tout cas à ma connaissance, peut-être que certains régulateurs le feront à titre de leur côté, ça c'est à discuter, mais en tout cas, me concernant, il n'est pas possible d'utiliser ce Bitcoin comme une garantie prudentielle, c'est-à-dire qu'il faut le convertir, etc., etc. Donc perdre le bénéfice de la réserve de valeur, problème que vous n'aurez pas si naturellement vous êtes sur une logique assurantielle. C'est encore une fois ça que j'ai trouvé particulièrement pertinent dans la solution. Voilà. Ouais. Petit point. Merci Arnaud pour l'intervention. Et j'en finis sur notre recommandation parce que, bien évidemment, un contrat de RC Pro, ça va sécuriser, ça va couvrir vos activités au quotidien. Mais en fait, notre recommandation pour aller plus loin aujourd'hui, c'est de se dire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'idéal, en tout cas, notre conseil, c'est d'associer au contrat de RC professionnel la responsabilité des dirigeants pour couvrir et protéger le dirigeant, notamment son patrimoine personnel, quand il est recherché en responsabilité. Et comme je le disais tout à l'heure, on a eu des discussions avec des acteurs sur lesquels il y a eu des réclamations conjointes de la personne physique qui était associée à la personne morale. Et encore une fois, comme je le disais, souvent c'est sur des aspects réglementaires qui n'auraient pas été respectés. Ou même peut-être des défauts de performance. Ça, même si contractuellement, souvent, c'est très bien encadré, les défauts de performance sur ces sujets-là sont quand même assez fréquents. On est sur de la volatilité, sur un marché qui est très volatile. On peut avoir des fortes hausses, mais on a aussi des fortes baisses, hein, ce qui entraîne que les clients sont stressés
Et quand un client est stressé, bah, peut-être que ses actions sont moins raisonnées et qu'il a tendance peut-être à faire des mises en cause pour des pertes d'argent qui peuvent être conséquentes sur ces marchés. Donc nous, on recommande vivement de pouvoir euh, combiner une assurance de responsabilité des dirigeants pour couvrir bah, les fautes de gestion, les négligences, et l'accompagner dans ses frais de défense lorsqu'il est mis en cause. Et en complément, on recommande bien évidemment, on traite de la donnée, il y a beaucoup d'informations qui sont conservées, qui sont traitées, et un contrat d'assurance cyber pour pouvoir protéger l'entreprise contre les attaques. Ça nous paraît tout à fait nécessaire et recommandé, parce que bah, vous l'entendez tous au quotidien, on l'entend tous à la radio, à la télé, souvent dans la presse. Il y a beaucoup d'attaques aujourd'hui. Toutes les données sont sensibles et je pense qu'il n'y a pas une semaine où on n'entend pas une attaque d'une entreprise. Et encore une fois, on n'a pas connaissance de toutes les attaques qui se passent au quotidien, mais c'est vraiment quelque chose qui est très présent, sur lequel nous, on a une vraie expertise sur les sujets et pour nous, ça nous semble vraiment inévitable de pouvoir combiner une assurance cyber en complément de la responsabilité des dirigeants et l'ERC professionnel. Voilà. J'interviens là-dessus juste pour dire que pour moi, enfin, je ne vois pas comment on peut faire ça, pour être très clair. Donc, je ne sais pas comment c'est possible. D'ailleurs, en réalité, encore une fois, moi, je ne suis pas assureur, je n'ai aucun intérêt. Je dis juste ça en tant qu'utilisateur, en tout cas. Bon, il n'y a pas besoin, on s'écarte très largement de la crypto, on s'écarte même très largement de la finance, etc. Enfin, que ce soit les organisations gouvernementales, à peu près, quelle que soit où elles se trouvent sur la planète. Et en France, on l'a vu récemment, que ce soit Pôle emploi ou d'autres, que ce soit des grandes sociétés, je pense à Free, à Bouygues et à tout un tas d'autres. De toute façon, tout le monde y est confronté. On voit que sur la cyber, la crypto, pardon, c'est un sujet d'autant plus important que derrière, l'actualité actuelle peut le prouver. Ça peut éventuellement aussi, quand il y a des incidents comme ça, bah, forcément permettre à certaines personnes d'obtenir l'identité et évidemment de pouvoir plus facilement causer des dommages parfois physiques irrémédiables à certaines personnes et que donc le fait d'avoir une assurance cyber, je pense que c'est absolument déterminant, encore une fois, à la fois pour la société, parce que je pense que c'est important, ça protège, mais également comme un argument en réalité commercial, j'insiste là-dessus, parce que derrière, ça offre une certaine garantie plus importante, je trouve, en termes de crédibilité. Merci Arnaud. Je te laisse peut-être synthétiser Non, juste, la ouais, bien fin, mais sûr, on est sur la absolument. fin Donc, là. juste pour conclure, donc effectivement, vous l'avez compris, il y a un calendrier, il y a cette échéance de début juillet, enfin juin, début juillet, enfin, peu importe, qui arrive à grands pas et qui fait que si effectivement certains d'entre vous sont confrontés ou ont des acteurs autour d'eux qui sont confrontés à ces sujets de fonds propres, de garantie prudentielle, je pense qu'il faut l'envisager et que effectivement, en tout cas, nous, pour l'instant, sont plutôt des sujets qui sont bien accueillis par les autorités avec lesquelles on est amené à travailler. Donc, il n'y a pas de raison effectivement que ça fonctionne pas, même si ça reste du cas par cas. Et comme je le disais, c'est l'autorité des marchés financiers en France qui décide évidemment de la pertinence ou pas en fonction des dossiers. Mais le règlement le prévoit et je pense qu'il serait effectivement fort dommage de ne pas l'exploiter pleinement. Donc ça, c'est le premier sujet. Sur les calculs des exigences, donc, de bien avoir à l'esprit, effectivement, si vous décidez de faire un mix et que vous travaillez sur plusieurs activités qui nécessitent des exigences différentes, que ce n'est pas un cumul, mais que c'est la plus importante qui s'appliquera. Si vous faites du custody, vous êtes directement à 150, par exemple, de l'avoir bien en tête. L'arbitrage selon le modèle économique, je pense qu'effectivement, on peut arbitrer. La réalité, c'est que je vois a priori difficilement l'intérêt d'être sur fonds propres plutôt que l'assurance. En tout cas, moi, personnellement. Pourquoi? Parce que je pense que l'argent, il vaut mieux le faire travailler dans tous les cas de figure. Et il y a 1000 façons pour une boîte de faire travailler sa trésor de nos jours. Et que donc, je comprendrais en réalité, parce que tu n'as même pas mis, Laurent, si je peux me permettre, dans ton arbitrage, tu n'as même pas mis le fait de placer en fait l'argent à un taux à peu près raisonnable, ce que c'est amené à rapporter. Si, si, Tu l'as je mis? l'avais mis dans l'option 1. Ah, pardon. Non, non, Je mais l'avais pas pas de mis. souci, je l'avais Mais mis après, il en faut option voir. 1. Faut voir à quel niveau, je sais pas je sais plus quel taux tu as mis, etc., dans ton arbitrage, mais enfin, bon, il y a 1000 façons de faire, de profiter de ça, de créer des effets de levier, parce que on parle d'un taux d'intérêt, mais
vous savez très bien que vous pouvez utiliser cette trésor pour leverage, que ce soit d'autres emprunts, pour gérer d'autres choses derrière, etc. Et donc, cet effet de levier, vous l'avez moins ou pas si vous n'avez pas cette trésor. Et effectivement, moi, je pense qu'en réalité, c'est même pas un subterfuge, c'est une solution qui devrait être la solution numéro un. Et qu'éventuellement, à part pour X ou Y raison, si cette assurance ne fonctionne pas, à ce moment-là, envisager les fonds propres. Mais en fait, en réalité, là, on s'est présenté comme vous avez les garanties prudentielles et l'assurance est une alternative. Je pense, à mon sens, que ça devrait être l'inverse, pour conclure. C'est-à-dire que ça devrait être l'assurance prioritaire, que ce soit en matière pour l'alternative fonds propres, mais aussi en matière de cyber et autres, parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement, et que éventuellement les fonds propres soient en réalité subsidiaires à partir de l'instant où la solution assurantielle ne fonctionne pas pour X ou Y raison. Voilà un peu ma conclusion. Et c'est pour ça que je trouvais très, très important qu'on fasse ce webinaire. Même si vous n'êtes pas forcément nombreux, j'espère que beaucoup le verront derrière, parce que je pense que c'est un game changer. Ça fait 10 ans que je suis dans la crypto. L'assurance a toujours été un pain point. J'espère que ça ne sera plus le cas longtemps. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des Merci, questions, Arnaud. peut-être. Ouais, Okay. Il y a des questions, peut-être, parmi ceux qui sont présents. Bon. Quentin. Bon, bah, ok. bon, bah alors, Quentin, avec merci. plaisir. Avec plaisir. Bon, Est-ce écoutez, que Audrey, est-ce que Laetitia, j'imagine que c'est Laetitia de Paynium, est-ce que Romain, je pense que j'ai vu Romain aussi qui était là, Guillaume, vous avez des questions éventuellement? Pas de questions de mon côté. Ok, Audrey, très clair. Merci. Guillaume, bon. Merci Laetitia, avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. Bah, très bien. Bon, en tout cas, on reste dispo. ouais, Et bah, je pense à Penium notamment, je ne sais pas où vous en êtes de votre process, mais je pense, enfin, moi, je trouve vraiment que l'assurance, c'est un truc qui est, enfin, voilà, je trouve vraiment que c'est intéressant. Et moi, encore une fois, je répète, je me place en tant qu'utilisateur, enfin, un grand, pas énormément d'investissements en crypto, mais le fait même d'être sur une plateforme qui me parle de l'assurance, il y a un côté, enfin en tout cas moi je sais qu'il y a un côté réconfortant pour moi. Ça jouera positivement et que j'aurais tendance, même moi en tant que conseil, si on me demande, on me dit est-ce que tu sais sur quelle ou quelle plateforme tu peux aller, bah, c'est vrai que spontanément, celles qui ont une assurance, je vais conseiller aux gens d'y aller, de manière spontanée. Peut-être que c'est des formations personnelles, peut-être que les gens ne réagiront pas comme ça eux-mêmes, mais moi en tout cas je sais que je le percevrai comme ça et je pense que c'est un vrai argument. Ça va arriver en disant telle plateforme, nous on a une assurance, etc. Bon, ça offre quand même une certaine, je trouve, une certaine tranquillité d'esprit.